Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début d'année 2022. J'ai à mes côtés Geert Van Eck qui va répondre à toutes nos interrogations. Bonjour Geert. Oui, bonjour Sylvain. Tout d'abord, permettez-nous au nom de Key Trade Bank de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2022 et surtout une santé de fer. Dans cette présentation, nous allons commencer par une rétrospective de l'année 2021 et terminer par les questions relatives à l'année 2022. Clin d'œil sur l'année 2021, quels ont été les faits marquants? La croissance économique est restée stable, mais par contre l'inflation a fortement augmenté. L'or n'a malheureusement pas su profiter de la montée de l'inflation. Les bourses se sont bien comportées avec bien entendu les USA en tête et nous n'avons pas eu des cracks des obligations. Comme je venais de le dire, Geert, nous avons fait face à une pénurie de matières premières, mais les marchés sont restés stables. Comment expliques-tu cela? Oui, je pense que c'est la partie macroéconomique qui explique la bonne performance des marchés financiers en 2021. Donc d'abord, un commentaire sur l'évolution de l'économie mondiale. Après la crise du corona en mars-avril 2020, on a connu un rebond assez fort de l'activité économique un peu partout dans le monde. Et en 2021, la croissance de l'économie mondiale a été encore très forte. On a eu un peu de faiblesse à partir de l'été 2021, mais c'est une faiblesse qui est surtout liée à la manque de certains produits pour les entreprises. Mais ici, sur le graphique, vous voyez l'évolution de la confiance industrielle, surtout dans le secteur de l'industrie. Et on constate que nous sommes actuellement à des niveaux très élevés. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise dans le secteur industriel sont assez optimistes pour le futur. Et cela explique pourquoi l'économie mondiale a connu une année assez forte en 2021, malgré les soucis auxquels les entreprises ont dû faire face. Donc en général, une bonne année 2021 pour la croissance économique, un peu de faiblesse à partir de l'été 2021, mais maintenant, quand on commence 2021, il n'y a vraiment pas de signaux de dire oui, il y aura une récession ou un ralentissement de l'activité macroéconomique en 2022, Sylvain. Merci pour ces explications. L'année 2021 a été marquée par le retour de l'inflation. Une inflation qui cause des dégâts et qui impacte le pouvoir d'achat. Garder de l'argent aujourd'hui sur ses comptes d'épargne, c'est accepter de perdre sur son pouvoir d'achat. Alors, Geert, un mot à dire sur l'inflation? Oui, c'est vraiment, je pense, le thème de l'année 2021, c'est le retour de l'inflation. Oui, après presque 10 ans où on a connu presque de la déflation ou de désinflation, maintenant, 2021, on rentre en 2022, le retour de l'inflation sur les marchés. Et c'est surtout lié à la forte reprise de l'activité macroéconomique après la crise du corona. Donc, les consommateurs dépensent beaucoup d'argent et c'est parfois très difficile pour les entreprises pour suivre la demande dans l'économie mondiale. Les entreprises doivent faire face à des prix plus élevés pour, par exemple, le transport des marchandises de la Chine vers l'Europe et aussi les matières premières, le prix de pétrole, le prix de cuivre a bien augmenté depuis le début de 2021. Donc, des problèmes pour les entreprises, mais aujourd'hui, les entreprises, c'est assez facile pour les entreprises de passer les prix élevés aux consommateurs ou à leurs clients. Donc, les entreprises payent plus pour leurs matières premières, par exemple, mais de nouveau, ils passent aussi la facture vers leurs clients, vers le consommateur, et de cette façon, l'inflation monte dans l'économie en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Chine, par exemple. Donc, sur le plan global, je pense que c'était le thème de 2021, c'est le retour de l'inflation dans l'économie mondiale.
L'année 2021 a été une très bonne année, les bourses ont très bien performé et on constate que c'est l'Amérique qui a été en tête. Un mot à dire par rapport à cela, monsieur? Oui, donc de nouveau, hein, les actions américaines ont largement surperformé les actions européennes ou les actions des pays émergents. Ici, je commence avec un graphique sur le long terme. Ici, le graphique commence à partir des années 70 et on voit qu'il y a des cycles. Parfois, ce sont les actions américaines qui surperforment, les autres régions. Parfois, c'est l'Europe, le Japon, les pays émergents qui surperforment les actions américaines. Donc, de nouveau, il y a toujours des cycles. Si on regarde la droite de ce graphique, on voit que c'est maintenant presque 11, 12 ans que les actions des États-Unis surperforment les autres régions. Donc, c'est extrêmement long et on s'attend évidemment à un retournement de cette tendance. Mais aujourd'hui, on constate de nouveau en 2021 que les actions américaines ont largement surperformé les autres régions. Ici, un graphique sur les 5-6 dernières années, et de nouveau, je pense que le message du graphique est clair, la surperformance des États-Unis vis-à-vis les autres régions. Donc, dans un portefeuille diversifié, si on était investi dans les actions américaines, pour une grande partie du portefeuille, on a réalisé, je pense, une belle performance en 2021. Donc, qu'est-ce qu'on retient des marchés des actions 2021? D'abord, la surperformance des actions américaines, aussi une belle performance de l'Europe, et je pense la région perdante, c'était les actions des pays émergents. Sylvain. On entend dire que c'est les valeurs technologiques qui sont à la base de cette prouesse pour les USA. Est-ce bien le cas? Oui. Aujourd'hui, quand on lit les commentaires sur l'année 2021, on lit assez souvent que la surperformance des États-Unis est liée au secteur de la technologie. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Ici, sur le graphique, on a la performance pendant 2021 pour deux trackers, deux ETF. C'est un tracker qui va suivre le S&P 500 et l'autre, le S&P 500, mais chaque action a poids égaux. Donc ça veut dire chaque action a une exposition de 0,23-24% dans cet indice. C'est ce qu'on appelle le Equal Weight S&P 500. L'autre, c'est le Market Cap S&P 500. Ça veut dire les actions les plus larges ont la plus grande exposition dans ce tracker. C'est-à-dire dans le Market Cap S&P 500, évidemment, il y a Apple pour 6%, Amazon pour 5%, donc là, vraiment une forte exposition au secteur de la technologie. Mais qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? C'est que la performance pendant 2021 est presque égaux pour les deux ETF. Donc nous sommes autour de presque 30% de performance pour ces deux ETF. Donc ça veut dire que d'autres secteurs ont aussi participé à la hausse du marché américain. Par exemple, le secteur de l'énergie, qui ne représente 2% dans le S&P 500, donc dans le market cap S&P 500, a performé avec une performance de presque 35-40%. Donc, ce n'est pas seulement le secteur de la technologie qui a très bien performé pendant 2021 aux États-Unis, non, le secteur de l'énergie, mais aussi d'autres secteurs qui sont exposés aux valeurs cycliques ont très bien performé en 2021. Donc, chaque secteur, presque chaque action a participé à la hausse en 2021 aux États-Unis. Nous allons à présent parler des taux d'intérêt. Quelles ont été les attentes des investisseurs durant l'année 2021? Oui, donc pour la partie taux d'intérêt, évidemment, je pense que
à partir de septembre, octobre 2021, les banques centrales, surtout les banques centrales aux États-Unis, en Angleterre, ont très clairement dit au marché, on va presque certainement augmenter les taux en 2022. Et de cette façon, les participants ont augmenté aussi leurs attentes pour les taux, surtout à court terme, les taux sur 1 an, sur 2 ans. On s'attend à des taux plus élevés en 2022. Et ici sur le graphique, on voit l'évolution des taux vraiment à court terme, donc les taux 6 mois, 12 mois, 24 mois. Là, on voit très clairement que les acteurs de marché ont revu à la hausse leurs attentes, leurs prévisions pour 2022. Et là, on voit très clairement que sur le court terme, sur les taux à court terme, on voit très clairement une hausse des taux. Par contre, sur les taux à long terme, les taux à 10 ans, les taux à 30 ans, là, il y a peu de mouvements, malgré la hausse de l'inflation. On n'a pas vraiment vu un crack obligataire, ce qu'on attend normalement quand on connaît une inflation de 5-6%. Non, je pense que les marchés obligataires sont restés assez stables. En 2022, c'était un mouvement presque horizontal aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi dans la zone euro. Donc, pas vraiment une hausse des taux agressifs pour le marché obligataire, plutôt stabilité en 2021. L'or n'a malheureusement pas su profiter de l'augmentation de l'inflation, mais qu'en est-il des matières premières? Oui, je pense que c'est de nouveau un grand paradoxe. En 2021, on a connu une inflation élevée, mais le prix de l'or n'a pas du tout explosé. Par contre, les matières premières cycliques, comme par exemple le prix de pétrole, le prix de cuivre, le prix de zinc, ont très bien performé en 2021. Ici, on voit par exemple pour le prix de pétrole, on a connu une hausse de presque 40% à la fin de 2021. Aussi pour les métaux industriels, par exemple, on a des hausses des taux, on a une hausse des prix en dollars de 20-25%. Mais en bas, on voit le prix de l'or, le prix de l'argent n'a pas du tout participé à la hausse du marché des matières premières. Donc oui, c'était, je pense, une grande déception pour les investisseurs en or qui ont dit, oui, il y aura de l'inflation en 2021 et on va donc surtout acheter de l'or ou des mines d'or dans les portefeuilles pour avoir une couverture contre la hausse de l'inflation. Et ici, je pense que c'est le graphique très clair, le message est très clair. Ici, on voit la performance relative de l'or vis-à-vis le S&P 500 ou le Nasdaq, et on voit que l'or a largement sous-performé les actions, mais aussi les autres matières premières en 2021. Donc, une grande déception pour les investisseurs en or. Nous voilà arrivés à la question relative au rendement, mais avant de parler des rendements relatifs au profil, nous allons inviter Geert à nous donner l'information sur la performance des trackers qui constituent l'univers KeyPrivate de WeTracker. Mais en plus, Geert, voudrais-tu également nous donner l'information sur les décisions du comité d'investissement? Oui. Donc d'abord, les performances de nos ETF, de nos trackers, de notre univers en 2021. Comme on l'a déjà dit, c'était une très bonne année pour les investissements en actions. Le MSCI World, par exemple, a fait plus 30% en euros. Les pays émergents, oui, la faiblesse était là, seulement 7,70% en 2021. Et aussi en Europe, les indices ont très bien performé avec des performances ou des rendements de 20 à 25%. C'était une année un peu plus difficile pour les investissements en obligations. Les obligations d'État dans la zone euro, là, on a connu une performance négative. En 2021, par contre, les obligations des pays émergents ont très bien performé
pendant l'année 2021. C'était presque la seule classe d'actifs dans les obligations qui a connu une performance positive en 2021. Et on l'a déjà dit, hein, sur le marché des matières premières, la belle performance du tracker qui suit les prix des métaux industriels, plus 25%, et en euros, l'or a fait simplement 4%. En dollars, la performance était négative. Donc voilà les performances de notre univers. Vous le savez, pour la partie action, pour la partie européenne, on était toujours investi dans le tracker sur le MSCI Europe Small Cap, donc les actions un peu plus petites que les large cap. Pour la partie mondiale, pour la première partie de 2021, on avait une exposition sur les pays émergents. Fin juillet, on a vendu pour investir dans le tracker MSCI World. Pour la partie obligations, le premier trimestre, on était investi dans les obligations d'État de la zone euro, mais le comité d'investissement a pris la décision fin mars, début avril, d'investir dans les obligations des pays émergents. Et pour la partie matières premières, on a toujours eu une participation dans le tracker sur les métaux industriels dans nos portefeuilles. Donc, pendant 2021, on a vraiment évité des investissements en or. Donc, voilà les rotations dans les portefeuilles. Une rotation pour la partie action et une rotation pour la partie obligation. Voilà pour la partie action. Donc, ici, vous voyez la performance des deux indices, donc le MSCI Emerging Markets, donc l'indice sur les pays émergents en vert, et en jaune, l'indice MSCI World, donc l'indice sur les marchés des actions des pays occidentaux. Et avec un investissement dans le tracker MSCI World, on a surtout une exposition aux actions américaines qui ont une exposition de 55-60% dans le tracker MSCI World. Et vous voyez, pendant la première partie de 2021, les pays émergents ont encore surperformé les actions des pays occidentaux. On a connu de la faiblesse à partir de juin, juillet. Et donc, vous voyez, on a vendu fin juillet. Et je dois avouer, je suis transparent, honnête avec vous, c'était peut-être un mois trop tard. Fin juin, on a déjà discuté dans le comité d'investissement un changement, une rotation dans nos portefeuilles. Mais à cette époque, les indicateurs n'étaient pas tout à fait exacts. C'était un peu mixte entre le MSCI World et le MSCI Emerging Markets. Donc, on a attendu encore un mois pour vendre le tracker sur les pays émergents. Par contre, l'achat du tracker sur les obligations des pays émergents, là, on a fait une bonne rotation et on a presque acheté au plus bas. Et vous voyez, pendant le deuxième, troisième, quatrième trimestre de 2021, une belle performance des obligations des obligations des pays émergents, excusez-moi, et cela explique aussi pourquoi nos profils défensifs et nos profils neutres ont très bien performé pendant l'année 2021. Donc voilà, peut-être un peu trop tard pour vendre les actions des pays émergents, mais quand même un bon choix d'investir dans les obligations des pays émergents. Sylvain. On dit que l'année 2021 a été bonne, voire très bonne, mais est-ce que nos profils Key Private peuvent valider cette thèse? Alors Geert, quelle a été la performance de nos profils Key Private? Oui, comme d'habitude, le tableau avec les rendements nets de Key Private, mais je propose qu'on se focalise sur l'année 2021. Donc à votre droite, sur le tableau, on voit les rendements nets pour 2021 de nos profils. Et vous voyez, pour un profil très modéré, le profil 3, on a réalisé un rendement net de plus de 10% pour un profil 3. Aussi pour le profil 5, un rendement net de 12,30%. Je pense que ce sont des très bons rendements nets pour nos profils défensifs et neutres. Pour le profil dynamique, le profil 7,
nous avons obtenu un rendement net de un peu plus de 15% et 16,60% pour le profil 10. Donc, en général, je pense que nous avons connu une très bonne année 2021 avec nos performances aussi, avec le début du nouveau modèle. L'année 2021, c'était la première année avec notre nouveau modèle et voilà, les performances sont là. Donc, le comité d'investissement est très heureux avec les rendements nets qu'on présente ici, Sylvain. En tout cas, bravo pour ces rendements exceptionnels. Et donc, après cette rétrospective de l'année 2021, nous allons à présent parler de l'année 2022. Et ma première question portera sur la composition. Alors, Geert, quelle est la composition actuelle de nos profils KeyPrivate? Et donc, on entre l'année 2022. Fin septembre, le comité d'investissement a pris la décision de faire une rotation dans les portefeuilles, et surtout pour la partie européenne de notre portefeuille pour les investissements en actions. Comme vous avez vu, quand on a montré les performances de nos trackers en 2021, on voit que le tracker sur le MSCI Europe a fait mieux que le tracker sur le MSCI Europe Small Cap. On a vu un peu de faiblesse à partir de novembre et décembre pour les small cap en Europe. Et de cette façon, le comité d'investissement a dit oui, on va faire une rotation, on va vendre le tracker sur le MSCI Europe Small Cap pour investir dans le MSCI Europe. Donc les large cap, dans le MSCI Europe, on a des grands noms comme Siemens par exemple, donc des grandes sociétés. On a une exposition sur les grandes sociétés européennes. Pour la partie mondiale, on reste évidemment avec le MSCI World qui, jusqu'à aujourd'hui, performe mieux que le tracker sur les actions des pays émergents. Et rien n'a changé pour la partie obligataire et la partie matière première. Donc on reste avec les obligations des pays émergents, aussi avec notre tracker sur les métaux industriels. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore des signaux pour investir, par exemple, dans l'or. Donc, stabilité dans la partie obligations matières premières, une rotation fin septembre ou début janvier. Donc, l'achat du tracker sur le MSCI Europe, Sylvain. Voilà, ma deuxième et dernière question portera sur les prédictions. Quelles sont les attentes pour cette année 2022? Oui. Ceux qui regardent assez souvent cette vidéo connaissent déjà la réponse. Je ne fais pas de prévision, le comité d'investissement ne fait pas de prévision. Je le dis assez souvent, il est extrêmement difficile de faire des prévisions. Quand même, je veux vous donner quelques thèmes. Je pense que le comité d'investissement reste très positif pour les actions des pays émergents, par exemple, parce que là, les valorisations sont très attractives, mais on a vu que la performance relative aux actions européennes ou aux actions américaines, ce n'est pas favorable aujourd'hui de faire des investissements dans les pays émergents, mais je m'attends quand même à un retour des actions des pays émergents et aussi les actions chinoises, par exemple, en 2022. Donc, ça pour la partie actions. Et peut-être, on a aussi un retour du prix de l'or en 2022, parce que oui, l'inflation reste quand même un thème en 2022. Donc, le sentiment est très négatif sur le marché de l'or. On sait toujours quand le sentiment est négatif et pessimiste, parfois un retournement de la tendance commence. Donc c'est aussi une classe d'actifs, le prix de l'or, une classe d'actifs que le comité d'investissement regarde. Mais de nouveau, quand on compare la performance de l'or relative aux investissements, par exemple les métaux industriels, on voit que jusqu'à aujourd'hui, les métaux industriels performent mieux et de cette façon, on évite un investissement dans le prix de l'or. Et en général, je pense, pour l'économie mondiale en 2022, aujourd'hui, le comité d'investissement n'a pas vraiment de signaux, des indicateurs qui nous disent que
un ralentissement macroéconomique arrive ou une récession arrive. Une récession peut être négative pour l'évolution des profits d'entreprise, par exemple, et de cette façon un peu négative, par exemple, pour l'évolution boursière. Mais de nouveau, aujourd'hui, il n'y a pas de signaux. Et pour les bourses, oui, les tendances restent à la hausse, surtout en Europe, aux États-Unis. Donc de cette façon, on reste investi et surtout, on n'est pas du tout défensif dans notre allocation dans les portefeuilles. C'est ça le message pour ce début 2022, qu'on reste offensif dans notre politique d'investissement. Merci Geert pour toutes ces informations. Nous voilà arrivés à la fin de notre présentation mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.